Alors, une petite vidéo aujourd'hui sur l'immigration, tout simplement. Donc ça sera le sujet du moment, hein, vu que c'est ce qui tourne, c'est ce qui se passe en ce moment sur BFM TV, CNews et d'autres chaînes. Et ben justement, on parlera de l'immigration, comme je viens de le dire. Donc, deux personnes s'affronteront. Ils sont définis en fonction des camps, gauche ou droite, comme des protagonistes ou comme des antagonistes. Et du coup, on a Laurent Oberton, qui est plutôt du côté droite, et qui apparaît en général plutôt sur CNews, de ce que j'ai pu voir. Et pour ce qui est de Mathieu Lama, qui est plutôt de gauche, apparaît lui de temps en temps sur BFM TV. Je pense que ça sera un duel assez épique, selon moi. Une petite définition de l'extrême droite, on commencera par là. Et après, ça sera une discussion entre immigration et racisme. Et au fur et à mesure, on avancera. À tout de suite. C'est parti. Définissez ce qu'est l'extrême droite. C'est De manière très simple. Très simple. Non, très simple. Pour Donc l'extrême vous, droite dans l'histoire. politiquement. Oui, Non, politiquement pas dans de l'histoire. l'histoire, Ah si, montez pas non, mais jusqu'à Clovis. voilà. Donc, l'extrême droite, c'est quoi? C'est l'association de plusieurs choses. D'abord, c'est une vision organiciste de la nation. C'est-à-dire, D'accord. et c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire Ok, la nation admettons. comme tout culturel, et avec l'idée que des gens extérieurs Que qui les peuvent peuples, les menacer milices, etc. l'intégrité culturelle du pays. Ça, c'est une constante de l'extrême droite. D'accord. Deuxièmement, la remise en cause de l'état de droit et le tout sécuritaire. Constante de l'extrême droite également, c'est-à-dire de décrire un pays... Attendez, je finis. Vous m'avez demandé de définir. Oui, non, mais attendez. Karl Marx, par exemple, recommandait de fusiller les voleurs, qu'il appelait la racaille. C'était une autre époque, et Marx était un grand défenseur des droits. Donc il n'est pas d'extrême droite. Ce que vous dites n'a absolument aucun sens. Parce que moi, Effectivement, c'était une autre époque. Donc du coup, comment on devrait voir certaines choses? Parce que là, par rapport à ce qu'il a dit, c'est quand même intéressant, parce que il a parlé de Karl Marx, qui a fusillé... Enfin, là, mon problème, en fait, c'est que il y a certaines choses qui se sont passées à une autre époque. Est-ce qu'aujourd'hui, ces choses-là devraient être banalisées? Parce que justement, comme il y avait une autre vision de la chose à l'époque, c'était une autre approche. Donc du coup, on devrait faire l'impasse dessus, parce que ça reste l'histoire quand même. C'est toujours intéressant de savoir ce qui s'est passé. Ou est-ce qu'en fait de compte, beaucoup seraient pour le fait de faire disparaître, justement, ces choses, ces événements qui ont eu lieu, ces mouvements? C'est un point plutôt intéressant selon moi. Je me demande, est-ce que, en fin de compte, qui serait pour et qui serait contre? Donc voilà, je sais que pour beaucoup, certains sont capables d'utiliser l'histoire lorsque, bien sûr, ça leur donne un avantage, et beaucoup ont tendance à ne pas utiliser l'histoire lorsque ça devient problématique pour eux, surtout pour pouvoir mettre en avant leur vision des choses. Parce que forcément, c'est compliqué. C'est compliqué de faire, comment dire, d'asseoir sa position lorsque justement il y a des choses qui vont à l'encontre de ce que l'on croit savoir ou des choses dont on est sûr. C'est compliqué, mais bon, on continue. Je ne veux pas les fusiller. La vision ultra sécuritaire et très hostile à l'état de droit, c'est un marqueur de l'extrême droite toujours. L'anti-immigrationnisme, la position totalement contraire à l'immigration, etc. Alors, ça, c'est un marqueur de l'extrême droite. C'est intéressant. Et donc, plus de 70% de la population est d'extrême droite. Non, le discours actuel est en train, en effet, de plonger la société dans quelque chose de très grave. En soi, parce que je crois que c'est 68%, c'est une vidéo qui date de 2022. J'ai oublié de le préciser, mais elle date de 2022. Aujourd'hui, on est en 2024. Donc, 68% de la population française veut que justement les migrants partent. En tout cas, qu'ils bougent. Et si je me rappelle bien, il me semble que c'est par rapport à ça. Vous me corrigerez si je me trompe. Et du coup, comment définir ces 68% de la population? Ils sont racistes? Est-ce qu'ils sont mauvais? Est-ce qu'ils sont en fait d'extrême droite? Comment les définir aujourd'hui? C'est quand même intéressant ça. En fin de compte, si les gens voient les choses de cette manière-là, est-ce qu'au fond, en fait, c'est parce qu'ils ont une vision assez étriquée de la situation et qu'en fin de compte, ce sont des personnes qui se sont fait endoctriner par la méchante droite? On continue.
D'accord. Oui. Très bien. Donc la population française est majoritairement d'extrême droite. Non, d'abord, toute la population française n'est pas. D'accord, mais pour des ils remettent en cause l'immigration. etc. En revanche, oui, là où je suis très inquiet, c'est que les discours d'extrême droite sont en train de gagner beaucoup de terrain dans la population. Quand je vois que le Rassemblement national a 90 députés à l'Assemblée. Parce que la problématique, c'est qu'il est inquiet par rapport à ça, mais il semble pas se poser la question du pourquoi. Pourquoi aujourd'hui certaines personnes, aujourd'hui, souhaitent que tout ça prenne fin. La majorité des personnes, de la population française, désolé, souhaitent que tout cela prenne fin. Ou à la rigueur, que les lois durcissent. Il y a une raison à cela, en fait. C'est pas né, ça n'a pas germé comme ça de leur tête. C'est pas des discours d'extrême droite qui subitement ont réussi à faire leur chemin et se sont retrouvés à être endoctrinés. Non, faut pas déconner. Du coup, c'est juste un constat. À un moment donné, il s'agit même plus d'ouvrir les yeux, en fait. C'est qu'il se passe tellement de choses qu'on ne peut plus négliger. On ne peut plus être négligent. On ne peut plus faire le mec qui... j'ai rien vu. C'est plus possible, en fait. Et du coup, c'est pas... La problématique est que comment ça se fait qu'un mec comme ça... Je parle de Mathieu. Comment ça se fait qu'il soit pas capable de voir cela, en fait? Ou peut-être qu'il le voit, mais... Quel est l'avantage qu'il peut tirer de cela? Quel serait l'intérêt aujourd'hui de laisser tout ça continuer, prendre des proportions... J'arrive pas à comprendre en quoi ça peut lui être utile. Parce que, en fait, j'ai du mal à me dire que ça soit juste lui qui soit totalement déphasé ou ne soit pas totalement axé sur la réalité aujourd'hui. Non, c'est pas possible. Clairement, ça lui est profitable, mais dans quel sens? On continue. Je pense que 40% des Français ont voté Marine Le Pen au deuxième tour. Oui, je m'en inquiète. Et je vais être très franc avec vous. Je vais être très franc avec vous. Oui, évidemment, je m'en inquiète. Mais vous savez, dans notre histoire, les populations ont parfois voté pour le fascisme. Vous voyez. Donc moi, ça m'inquiète parce j'ai l'impression qu'on est dans une période. Je ne veux pas dire pré-fasciste, mais en tout cas dans une période très autoritaire et dans laquelle les idées les plus dangereuses sont en train d'infuser dans la population. Et ça, en effet, moi, ça m'inquiète beaucoup. Je pense que vous. Et d'autres, le Rassemblement national, par les discours qu'ils entretiennent, etc., avaient une responsabilité là-dedans. Non, mais je ne veux pas remettre en cause ce que vous dites, vous avez vos convictions. Simplement, je pense que vous, justement, en refusant comme ça d'entendre, d'écouter réellement la population, ses inquiétudes, en se tenant debout sur le couvercle et en traitant de fascistes tous ceux qui veulent essayer d'apporter une vision différente, parce que moi je pense qu'on peut être contre l'immigration de quantité et pour une application ferme de la loi sans forcément être l'héritier d'Hitler. À partir du moment où on interdit ça à la population, on n'est plus du tout dans une démocratie, justement, dans un état de droit. J'interdis rien, je m'en inquiète. Oui, d'accord, mais vous injuriez plus ou moins tous ceux qui voient pas la même chose. La distinction entre les gens qui votent pour les partis d'extrême droite et les leaders d'extrême droite. Moi, donc celui qui vote pour le parti d'extrême droite, ça va. Il est récupérable. Moi je pense qu'il y a plein de raisons pour lesquelles qui poussent des gens à voter extrême droite, la détresse sociale, le fait qu'en effet... je parle de la raison... La détresse sociale. Quelqu'un va voter pour l'extrême droite parce qu'il est en détresse sociale. La détresse. Pourquoi il sera en détresse, le mec? Parce qu'il a subi par les migrants et du coup il est en détresse et il vote par rapport à ce constat implacable aujourd'hui. Franchement, quelqu'un qui ne veut pas le voir, quelqu'un qui ne le voit pas plutôt, c'est qu'il ne veut pas le voir. C'est clairement... Ou il veut faire comme si tout allait bien alors que c'est faux. Détresse sociale. Ok, vas-y. D'accord, hein, effectivement. La personne n'en peut plus aujourd'hui. La gauche est tellement inutile qu'elle se dit que la droite sera plus utile. Peut-être. C'est une possibilité. Peut-être. Mais c'est dur quand même. On continue. Le fait que les partis de gauche ont abandonné beaucoup ces dernières décennies les classes populaires, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ça et je comprends tout à fait. Par contre, oui, je veux le dire là et j'ai pas de problème à le dire, que
les classes populaires ont été abandonnées par la gauche. Ah bon? Les classes populaires ont été abandonnées par la gauche. J'ai toujours eu l'impression que la gauche, enfin plutôt, les classes populaires étaient plutôt bien soutenues par la gauche. Même encore aujourd'hui, c'est le cas. Enfin, certes, comment dire, le parti de droite prend de l'avance, parce qu'au final, la population finit par voir les choses, il ne peut plus faire l'autruche, mais par contre, je suis désolé, mais non. Non, à quel moment elle a été abandonnée? Ils sont bien lotis. Enfin, peut-être que je me trompe, qui sait? C'est moi qui vois mal, c'est moi qui comprends mal les choses. Enfin, je suis pas assez renseigné, je pense. On continue. Un facteur important du vote Rassemblement National, c'est l'immigration et c'est le racisme. Et j'ai pas de problème à dire qu'une grande partie, ou en tout cas une partie des électeurs du Rassemblement National ont un côté raciste, et c'est ça, moi, qui m'inquiète, parce que le racisme est en train de gagner du terrain dans le pays. Oui. Moi, je pense que c'est l'immigration, la raison, mais effectivement. Donc aujourd'hui, il y a 68 personnes qui ont hiérarchisé les races. Donc, qui estiment que la race blanche est plus puissante et plus valorisante, mérite d'être mise en avant comparée à la race noire. Donc, il y a 68% de la population française aujourd'hui qui doivent être plus ou moins d'accord avec ça, c'est ça? Et qui sont racistes. Et c'est lui qui dit... C'est dur quand même. C'est dur quand même. On continue. Non, mais alors raciste, c'est quelque chose que vous ne devriez pas utiliser à la légère, parce que cette population, moi je ne pense pas du tout justement que les Français soient très majoritaires, enfin les Français qui votent pour ces partis-là soient fortement racistes ou quoi que ce soit. Je pense justement que c'est essayer d'interdire, de diaboliser leur colère, leur crainte par rapport à un changement, encore une fois, qui est inédit et dont ils se rendent compte. Et cette tendance qu'ils observent dans tous leurs médias, justement, de voir cette élite nier ce sentiment de manière extrêmement virulente. Non, mais ça, c'est vous qui le pensez. Ah non, c'est pas que moi. Il y a des chercheurs, tous les chercheurs qui travaillent sur ces questions-là. Vous saviez que les chercheurs... Tous les chercheurs qui travaillent sur ces questions-là contredisent ce que vous dites. Les chercheurs sont spécialistes en erreur. Ah bah d'accord, mais c'est eux les scientifiques. C'est pas vous, c'est pas moi. Donc c'est eux qui travaillent sur ces sujets-là. Vous voyez. Oui, mais on est justement dans un monde où la notion de supériorité morale, ou le fait d'avoir raison contre la populace est tellement élevé au rang d'art. C'est pas ça que je dis, c'est juste qu'il y a les faits. Il y a une partie de ça quand même. À mon avis, moi j'ai plus tendance à écouter le pompiste de Noyon que l'expert à la télévision avec ses 10 ans de pratique. Moi je parle pas de l'expert à la télévision, moi je parle des chercheurs et des gens. La Cour des comptes avait relevé quelque chose par rapport à l'immigration, justement. Bon, j'aurais dû le préparer, mais si vous cherchez sur Internet, vous le verrez. Mais c'était passé il n'y a pas longtemps à la télé, par rapport justement à l'immigration, le fait que... Enfin, du moins, la manière dont ils sont référencés, je crois. Donc, il y a un gros problème par rapport à cela. Il y a un très très gros problème. Mais bon, et je crois que c'est sorti peu de temps après le fait que ça passe à l'Assemblée nationale. Mais bon, soit avant, soit un peu avant, soit un peu après. Mais bon, on continue. Chercheurs ou n'importe qui. Je connais bien des chercheurs, je peux vous dire que tous ne sont pas sérieux, loin s'en faut. Donc, à un moment, il y a des chiffres qui sont là. Ça, pour le coup, quand même Hervé Lebras, même des grands... comment dire Hervé Lebras contredit totalement tout ce que vous dites. Oui, mais il est quand même d'accord pour reconnaître que la population du pays évolue ces dernières années de manière assez forte. Oui. Alors là, c'est quand même un point sur lequel on peut à peu près se... Comme je l'ai dit aujourd'hui, si les gens ne le voient pas, à un moment, hein, c'est plus de la mauvaise foi, ça transcende cela. C'est pas possible. Avec tout ce qui se passe, purée, ça m'agace. On continue. Retrouver. Ça, on peut plus dire, ça n'existe plus, et dire ça aux citoyens lambda qu'il est un menteur. Et moi, encore une fois, vous dites que je mène au fascisme, machin, je sais pas quoi, alors que mes positions, au contraire, sont pas du tout autoritaires. Je demande juste s'il y a un état de droit, que la loi s'applique. Aujourd'hui, la loi ne s'applique pas. C'est une des causes majeures de l'insécurité aussi. Je pense que si la loi était simplement appliquée telle que le prévoit le code pénal, on aurait... Exemple avec les OQTF.
Ce serait pas mal, hein. Il y aurait un peu moins de dérives. Il y en aurait, mais il y aurait un peu moins de dérives. Je parle de dérives, comme si c'était la police. Il y aurait un peu moins de problèmes, il y aurait un peu moins d'agressions, il y aurait un peu moins de femmes violées, il y aurait un peu moins... Enfin, voilà, quoi, ça serait pas la sérénité, ça serait pas... voilà, quoi, ça serait pas un temple, mais au moins, ça serait un peu plus calme. Ouais. Ouais, je pense que certains n'auraient pas ce sentiment d'insécurité. Pour ceux à qui, justement, ben, ils sont passés par l'agression ou autre et tout, ce n'est pas qu'un sentiment, quoi. Certaines choses ne seraient juste pas arrivées. Et c'est juste délirant, en fait, de faire l'autruche. Ça, à un moment, c'est... c'est rageant, un peu. C'est rageant. Mais bon, on continue. On aurait beaucoup moins de problèmes et peut-être qu'évidemment, par ailleurs, les immigrés seraient moins pointés du doigt et ceux qui se mettent en dehors des clous ne seraient pas les bienvenus et devraient repartir là d'où ils viennent. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez basique. Et c'est pour ça vous souhaiteriez donc, vous êtes pour l'immigration zéro ou au contraire Ça serait pas mal de mettre un système de points. Je crois que ça se fait, je sais pas si ça se fait au Canada ou en Australie, un système de points et en fonction de ce que l'immigrant, que le migrant il a comme bagage, c'est-à-dire qualification, expérience, compétences et ce genre de choses, voire même s'il a une famille ou s'il en a pas, ça aussi c'est censé, c'est à prendre en compte. Et là du coup, on sélectionnerait le type, enfin qui rentrerait et qui resterait dehors. C'est pas qu'on ne veut pas donner la chance à certains, mais déjà, il y en a tellement ici qui sont en galère et qui sont à l'extérieur. Donner la chance à qui de faire quoi? Se retrouver où? Comment? À un moment donné, si c'est pour se retrouver devant la mairie à manifester limite en restant H24 devant pour demander un endroit où dormir, ben, pourquoi les faire venir? Et en fin de compte, je sais même pas pourquoi il ne le prend pas chez lui. Bon, on va rester réaliste. Il doit faire de l'argent quand même. Il doit faire de l'argent. Je parle de Mathieu, hein, celui qui est de gauche. Tu veux les prendre. D'accord. Dans ce cas-là, tu achètes un terrain, tu construis plusieurs petits locaux, tu vois, enfin, voire même plusieurs gymnases. Tu les entreposes dedans, tu les nourris avec toute la gauche. Tu vois, tu leur... comment dire? Tu leur expliques justement comment ça se passe en France. Tu les documentes sur le sujet. Pas seulement sur les aides, hein, mais aussi c'est quoi être français, concrètement. Et là, à la rigueur, on en reparlera, mais c'est quoi ce truc de oui, le gouvernement... Yo, non. Non, 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 non. Non, le gouvernement, c'est pas simplement le gouvernement, parce qu'en fin de compte, il y a l'argent du contribuable. Et c'est ça qui tourne. Donc oui, le gouvernement, oui, et la population aussi. Non. Non. Juste non. Moi, perso, il m'est arrivé par moments des galères et il m'est arrivé aussi de constater que d'autres avaient la possibilité d'avoir certaines aides que moi, je ne pouvais pas avoir parce que je n'étais pas assez éligible. Je me suis dit, mais attends, il faudrait que je sois quoi? SDF? C'est dur quand même par moments. Enfin, il y a eu des périodes, c'est juste, je me suis dit, mais qu'est-ce qui manque en fait? Pourquoi mon dossier prend du temps à être traité? On a tous, je pense qu'on a tous connu des galères, mais par moments, pour certains, ça s'est bien passé, ils ont toujours eu ce qu'ils voulaient. Mais il y a des moments, moi, je me disais, mais qu'est-ce qui manque? Peut-être qu'il faudrait que je me sectionne une jambe, et après, là, à la rigueur, il me donnerait quelque chose, puisque bon, ben, handicapé à vie. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Peut-être que je dorme à l'extérieur? Que je me retrouve devant la... Je suis un peu... Allez, on continue. Juste, Allez, même un peu négative pour commencer. Et après, oui. Donc ça veut dire plus de droit d'asile, ça veut dire plus de droit d'asile. Je pense que le droit d'asile devrait être continentalisé, c'est-à-dire que nous, on se débrouille avec les réfugiés européens, les Africains se débrouillent avec les réfugiés africains. Parce que là, soyons très francs. On va continuer aussi à laisser mourir les migrants en Méditerranée ou même dans la Manche, comme ça s'est fait récemment. C'est la réalité. Vous pouvez nous sortir ce fameux chantage autant que vous voulez. C'est la réalité. La réalité. C'est la réalité, mais un petit chantage aussi affectif. Oui, il faut les laisser mourir et tout, nanana. Oui, d'accord, donc tu vas les faire venir et ils vont mourir où? Exactement sous un pont, devant la mairie, ils vont rester dans le froid, dans l'hiver, c'est comment?
C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter les bêtises. Ok, d'accord, il faut les accueillir. Tu vas les mettre où? Chez toi? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Va falloir aussi veiller au niveau des rues, hein, parce que tu veux absolument qu'ils viennent ici. Nous, on parle des sécurités. Si toi, t'en es sûr, ben, dans ce cas-là, va veiller au grain. Parce que, pour beaucoup, hein, 68% des Français, voire même peut-être plus, qui sait, ils ne sont pas sereins. Donc, soyez cohérents. Vous voulez pas y croire, d'accord? Une partie des Français s'en inquiète. Prouvez-leur qu'ils ont tort. Allez dans les rues. Veillez à une certaine heure. Si vous ne voyez rien, parce qu'à un moment donné, forcément, je pense qu'ils vont voir quelque chose. Si vous ne voyez rien, là, il n'y a pas de souci. Mais genre, rester tranquille à la maison peinard et puis demander que oui, vas-y, tout le monde de n'importe quel pays peut venir ici sans problème. Yo, je suis désolé, mais... Ah, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. On continue. C'est que ces individus-là sont les jouets d'une immigration non, c'est pas organisée. Les jouets de quoi que ce soit, c'est des gens qui cherchent à fuir la misère, mais ça, j'en doute pas, mais parce qu'on leur promet, parce qu'on leur... pour vivre mieux. C'est pas des gens qui sont les jouets alors, de quoi que ce soit. Mais vous savez, la vie d'un migrant, c'est pas leur rendre service. Vous savez ce que c'est la trajectoire d'un migrant, ça peut prendre des mois avant qu'il se retrouve sur un bateau pour aller vers l'Occident. Il y a beaucoup de pays sûrs. Vous vous rendez pas compte de la souffrance que c'est? Non, mais écoutez... Et c'est ça le problème aussi dans les discours... Voilà, qui sont comme ceux des vôtres, c'est que vous avez un tableau Excel et vous dites, voilà, il faut enlever tant de chiffres de l'immigration, il faut arriver à un taux zéro, je sais pas quoi. Et en fait... Comme j'ai dit, pour moi, c'est un peu la grosse problématique, c'est qu'on a des personnes qui ne vivent pas dans la réalité. C'est, oui, vas-y, on va accueillir. T'as pas senti qu'on était déjà un peu surchargé? On va accueillir. Oui, mais on peut pas les laisser mourir. D'accord. Admettons. Aujourd'hui, t'as un mec qui se retrouve dehors, SDF. Le mec, il a besoin de dormir quelque part. Va l'accueillir chez toi? Est-ce que tu vas l'accueillir chez toi? Il est dehors. C'est l'hiver. Il a trouvé personne. Il y a des endroits assez limités. C'est celui qui arrive le premier qui peut dormir et après, il n'y a plus de place. Donc ce mec qui est SDF, tu vas l'accueillir chez toi? Que tu ne connais pas? T'as peut-être ta femme, tes enfants, tu vas l'accueillir chez toi? Je vais pas faire le fauve. Moi, c'est mort. Je te connais pas. Demain, si ça se trouve, je me lève et tout, il y a des trucs qui ont disparu. Yo, non. Je ne te connais pas. Je comprends le fait que tu souffres. Je n'aurais pas aimé être dans ta situation. Mais c'est drôle, mais même moi, admettons, je me serais retrouvé dans cette situation, je serais compréhensif. Je me dirais, mais c'est normal si la personne ne veut pas m'accueillir, elle ne me connaît pas. Et le pire, c'est que j'ai déjà été en galère. Et quand quelqu'un ne voulait pas m'aider ou les proches ne voulaient pas m'aider, j'étais compréhensible. À ce moment-là, je me disais, ben, je peux comprendre. La personne, elle a des galères, elle a déjà ses problèmes à régler. Et moi, je lui demande de m'aider pour régler les miens. Quand même oser. Enfin. Donc la France se dépatouille déjà avec tout un tas de... Et en plus de ça, elle doit prendre d'autres personnes pour pouvoir se dépatouiller avec tout un tas de... Et bon, c'est quoi? On fait une collection? Et le Titanic, bientôt il y aura naufrage. On continue. En fait, vous parlez d'OQTF, les OQTF, etc. Et vous oubliez complètement qu'il y a des vies humaines derrière. Je pense que... Vous oubliez les trajectoires humaines derrière, les familles qui sont en détresse, les gens qui meurent dans la Méditerranée, et le fait qu'au fond, la question du droit d'asile, elle a toujours été fondamentale en France. Oui. C'est quelque chose qui a toujours fait l'honneur de la France. Vous savez, les réfugiés de l'URSS, on les a accueillis. Les républicains espagnols qui fuyaient la guerre, on les a accueillis. Les Balkans, quand il y a eu les Balkans dans les années 90. À l'heure, il parlait de l'histoire, il parlait du fait que oui, l'histoire, c'est des trucs qui datent. On avait un autre point de vue, une autre vision. Oui, là, maintenant tu me parles de l'UN. Ok, mais on s'en fout. Aujourd'hui, c'est un autre temps, c'est une autre vision, c'est un autre contexte, c'est une autre histoire. L'histoire, elle a évolué, elle a changé. On n'est plus en capacité de faire les gentils, on n'est plus en capacité d'accueillir qui que ce soit, parce qu'on ne peut pas gérer quand ils sont sur le sol. Et pourtant, là, il se permet de parler de oui, ce qu'on faisait. D'accord. En fait, c'est quand il veut, quoi.
Un moment oui, un moment non. Voilà quoi. Je veux pas. On peut parler de ça et tout, on peut l'utiliser comme base de référence parce qu'en fait c'est pour humaniser le discours. Mais quand c'est pour un peu, comment dire, on va dire, tiens, je vais inventer un mot, excelliser, un peu comme sur un tableau Excel, excelliser le discours, là, du coup, direct, c'est mort. C'est pas possible. Non, ça c'était l'histoire, ça date. On peut pas le prendre en compte, non. Non. Ce sont des vies humaines, il faut... D'accord. Ouais, c'est quand on veut, quoi. Mais bon, on continue. On les a accueillis, vous voyez, les Ukrainiens. Là où je vous ai moins entendu d'ailleurs sur les Ukrainiens, on a accueilli 100 000 Ukrainiens. Non, mais on a accueilli 100 000 Ukrainiens, on leur a trouvé des places à la fois dans les mécanismes d'hébergement d'urgence, chez des familles, des mairies ont fait un travail formidable. On a réussi à accueillir 100 000 Ukrainiens. Vous voyez ? Donc ça... Petite info. Je n'ai pas entendu tant que ça des Ukrainiens faire des trucs de fous comme des agressions, ce genre de choses ou autre et tout. Enfin, la seule info que j'ai entendue, peut-être qu'après j'ai raté certaines choses, hein, c'est que il y a des petits Ukrainiens qui sont venus, qui ont été scolarisés, et clairement ils avaient un meilleur niveau que des Français, que des enfants français. C'est surtout ce que j'ai entendu. Après, le fait qu'ils aient des difficultés, des problèmes, qu'ils ont engendré en tout cas des problèmes dans une ville ou autre et tout en France, peut-être que c'est arrivé. C'est arrivé une fois. Mais c'est pas quelque chose dont j'ai entendu parler. Et du coup, en fin de compte, est-ce que c'était une erreur? Bah, je ne pense pas. C'était plutôt une bonne idée. Mais en fin de compte, comme je l'ai dit, dans cette situation avec les Ukrainiens, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas bien, qui sont mauvais, qui font un peu n'importe quoi, qui profitent du système. Mais il y en a tellement peu, ils sont tellement infimes que concrètement, on n'entend pas parler. On n'en entend pas parler. C'est pas assez significatif pour pouvoir s'en préoccuper. Alors que pour ce qui est de l'immigration, pour faire simple, africaine, pour pas faire de différence entre maghrébine et subsaharienne, il y a eu des problématiques. On a ce genre de choses autres et tout. C'était pas des blancs, de français de souche. C'est ça le problème. Et du coup, quand il y a ce genre de problématiques, vous voulez quoi? Qu'on se dise tout simplement, ah, c'est un cas isolé. Le problème, c'est que ce cas isolé a fait énormément de morts. On peut pas l'ignorer, ça, en fait. Du coup, ok, ça, encore une fois, ça va invisibiliser ceux qui sont de là-bas et ceux qui veulent justement s'en sortir. Mais vous voulez quoi? À un moment donné, qu'on fasse l'autruche et qu'on s'intéresse seulement à ceux qui veulent y arriver? Et pour ceux qui enfoncent la France, pour ceux qui enfoncent les Français, c'est comment? On devrait faire l'impasse dessus? Qui s'en préoccupe? Donc on devrait faire une sélection. Mais comment on fait la sélection? Comment on dissocie ceux qui sont bien de ceux qui ne le sont pas? À un moment donné, ça devient compliqué. Donc du coup, c'est à peu près compréhensible d'entendre parler d'une solution radicale. Ok, on arrête là. On dit pas qu'on dégage tout le monde non plus, mais on arrête là déjà. C'est un premier pas. Et après, on regarde qui est bien et qui ne l'est pas. Là, on commence justement à séparer. Mais on va pas continuer à accueillir alors qu'il y en a déjà sur le sol qui foutent la merde. Enfin, on continue. Toujours fait partie de l'histoire française. J'ai très bien compris. Aujourd'hui, parce que c'est un peu les propos que vous teniez, et c'est ce que d'ailleurs la droite et l'extrême droite ont dit, c'est 240 migrants dans un bateau qui sont dans une situation de quasi-famine et qu'il faut sauver, on n'est pas capable de le faire. Alors, vous voyez bien que c'est inaudible. Je vous réponds. Ces 240 migrants ont été amenés sur une plage par des passeurs, des trafiquants de chair humaine qui ont pris 6 000 € par tête à peu près. Non, mais eux voulaient partir eux-mêmes. Oui, sans doute qu'ils voulaient partir. Il y a des passeurs qui profitent de la situation, je suis d'accord avec vous. Sans doute qu'ils voulaient partir, mais vous savez, à un moment... Il y a 1000 raisons qui poussent un migrant à essayer de fuir son pays pour aller... Prenez sur vous, laissez-moi terminer mon explication. Il a clairement du mal.
On sent la gauche véhémente. On sent que il veut partir sur un truc. Mais bon, on continue. Ces personnes-là, je pense que c'est pas du tout leur rendre service de leur faire croire qu'effectivement leur vie meilleure sera ici. Je pense que leur vie meilleure sera là-bas ou ne sera pas. C'est à eux de faire en sorte que leur pays devienne meilleur. S'ils n'en sont pas satisfaits, c'est peut-être très violent, mais écoutez... Vous parlez de la Libye, par exemple, moi, je pense que c'est extrêmement réaliste. En Syrie, de ce qui se passe en Syrie. Promettre au monde entier que la France lui permettrait une vie meilleure, c'est mentir, c'est détruire à la fois la France, c'est détruire à la fois les espoirs de ces braves types. Vous l'avez dit tout à l'heure, regardez les livreurs dans les rues, j'en ai vu certains. Ah oui, ce serait peut-être une bonne idée d'un moment d'expliquer... La manière dont on traite les migrants. Petite info. Ça, je crois que c'était sur le Média pour tous. Bon, il a changé, je crois qu'il s'appelle Vincent Lapierre maintenant. Et il a fait une vidéo où je crois que c'était... Il était allé discuter avec un SDF, un migrant, qui était sur le trottoir, un Africain. Et en fait, il expliquait qu'il a fait différents endroits. Je crois qu'il est passé par l'Italie, l'Allemagne ou autre. Et c'est quelqu'un qui avait perdu une jambe. Il a perdu une jambe. C'est vraiment, franchement, il a vécu un truc de fou. C'est une histoire triste. Et le pire de tout ça, c'est que malgré ça, lorsqu'il racontait son histoire et tout, il était humble. Et il restait quand même assez... Comment dire? Il restait assez confiant sur le fait que à un moment donné, il finira par trouver quelque chose qui lui sera salutaire. Et du coup, c'est un mec, il est parti de l'Afrique. En fait, déjà, il voulait partir. Il s'est retrouvé emprisonné. Quelqu'un de sa famille l'en a sorti, il me semble. Et du coup, il est parti de l'Afrique. Je crois qu'il s'est retrouvé en Italie ou quelque part par là. Et il a continué. Je crois il s'est retrouvé en Allemagne. Il avait eu un souci. Il s'est fait hospitaliser. Il expliquait que il a dû se faire opérer et que ce sont des étudiants qui l'ont opéré, si j'ai bien compris, et qu'il a perdu une jambe, puisqu'il s'est fait amputer, alors que le problème était tout autre. Pas quelque chose en lien avec sa jambe ou autre, je crois. Du coup, il n'est pas mort, il s'en est sorti, il est parti en France en pensant qu'il allait avoir une belle vie ou autre et tout, et lorsqu'il est arrivé, regret. Désillusion. Et c'est là qu'il a compris que, en fin de compte, s'il savait, il serait pas venu. Et c'est terrible. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette situation, parce que quand Vincent Lapierre se retrouve à interviewer, enfin, parler avec certaines personnes dans la rue, ça se voit justement. Que certaines personnes, quand ils parlent, quand ils racontent leur périple, en fait, ils ne pensaient pas qu'en arrivant en France, ils seraient à la rue, quoi. Pour eux, normalement, ils pensaient être pris en charge assez rapidement. Mais en fait, non. Et exactement comme Laurent Oberton dit, ce n'est pas leur rendre service de les faire venir là. Parce qu'en fin de compte, ici, même nous, Français, c'est une galère. Pas du même niveau qu'eux, mais pour nous, déjà, c'est une galère. Donc, t'imagines pour le mec qui arrive et qui a rien, tu galères avec la langue, pas de qualification, tu connais pas la culture. Tu penses qu'on va te donner, t'accorder certaines choses, alors que on est déjà surbooké. Et après, quoi, il va parler de la gauche et tout, qui a laissé les quartiers populaires. Mais déjà, même pour les quartiers populaires, c'est complexe. Et tu veux faire venir des migrants. Allez, venez. Venez, c'est bon. J'ai marre. On continue. En France, oui, c'est un scandale, oui, absolument. Ah voilà, bah oui. Mais c'est un choix politique. C'est un choix politique. Oui, alors c'est un choix politique anti-migrant. Non, mais attendez. Quand vous voyez la situation à Calais, quand vous voyez la situation à Paris, à Rouen aussi. C'est pour ça. Voilà. Oui, mais pourquoi avec ma solution à moi, il n'y a aucun problème. Vous dites, on les renvoie chez eux. Et moi, je vous dis, non, on peut avoir une politique beaucoup plus humaine envers eux. Vous savez que tous les gens qui sont sous les ponts, là, à Paris, Porte de la Chapelle aussi, etc., c'est des gens à qui on refuse des places d'hébergement d'urgence. C'est des gens à qui on refuse des places d'hébergement d'urgence. Pourquoi? Parce que soit ils sont sous EQTF, soit pour d'autres raisons, etc. Ce qui est d'une part totalement inhumain, ensuite illégal. Comment ça, inhumain, illégal? OQTF, obligation de quitter le territoire. Comment ça, c'est inhumain? Si à un moment donné, après, chaque cas est différent, je l'entends, mais si à un moment donné, il a une obligation de quitter le territoire, forcément,
c'est plus complexe, c'est plus compliqué. C'est un peu normal si on ne l'accueille pas, parce qu'il n'est pas censé être sur le sol français. C'est aller à l'encontre de ce que... de la justice, concrètement. Qui a envie de se mouiller pour quelqu'un qu'il ne connaît pas? C'est rare. Déjà qu'ils arrivent à aider certaines personnes, ils vont se mouiller pour des OQTF. Pourquoi? Pour prendre le risque de se retrouver fermé ou autre? Il y a une enquête et tout qui... Non, mais non. Mais non. Mais non. Pour moi, ça a du sens. C'est un centre qui accueille des personnes qui, en soi, ont le droit de résider en France et qui sont en galère. Pour moi, ça a du sens. Il ne va pas se mouiller pour des personnes qu'il ne connaît pas. Pour des personnes qui sont en galère, je peux comprendre qu'ils sont en galère, mais ils ne sont pas les seuls. Hébergement d'urgence. Mais je ne pense pas que ça soit simplement les OQTF qui ont besoin justement d'un toit. Enfin. On continue. Parce que l'hébergement d'urgence se fait en fonction de la détresse des gens. La solution est la plus humaine. Et bah non, au contraire, parce qu'en réalité, on peut le faire vu qu'on a réussi pour les Ukrainiens. C'est une erreur fondamentale de le faire. Il ne faut pas le faire. Vous dites on est trop humain, moi je vous dis on n'est pas assez humain. Vous voyez, c'est ça qui nous différencie. Je me demande, est-ce qu'il y a autant... La guerre, je crois, elle continue, mais est-ce qu'il y a toujours autant d'Ukrainiens comme au début qui viennent en France? Parce que je crois qu'il n'y en a pas qu'en France. Ils ne se sont pas installés qu'en France. Est-ce qu'il y en a toujours autant qui viennent en France? Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'en fait, avec l'Afrique, ça n'a jamais cessé. Ça n'a jamais réellement diminué, en fait. Ça augmente. Ça augmente. Et apparemment, pour un sondage qui a été fait, je crois, les jeunes Africains envisagent déjà de partir en France. Ça va donner quoi plus tard? Après, j'ai envie de dire, bon, je suis noir. Bon, avec toutes les vidéos que j'ai fait là, c'est bon, c'est mort. J'ai vendu, Bounty, tout la totale, mais ça se passera comment en fait? Parce qu'il y a des choses que moi j'apprécie. Si à un moment donné, vas-y, la France est islamisée, c'est quoi? Il y aura plus de cochons. Moi j'aime mon jambon. Hein. Et moi je mange mon jambon, j'ai pas de problème avec. Je mange mon jambon. J'aime aussi mon jambon de Noël. Donc ça va être compliqué là. Mais bon, on continue. Moi j'ai dit on est trop humain. Ah oui, pardon. Ouais. Non. Vous trouvez qu'on a une politique trop humaniste envers les gens? C'est-à-dire que peut-être, oui, ce sont des bonnes intentions au départ, mais qui ont des conséquences absolument dramatiques. Et moi je pense qu'il faut faire à peu près comme a fait l'Australie, une immigration archi-ultra choisie, et de dire aux autres, non, il n'y aura pas de place, n'essayez même pas, ce n'est pas la peine de tenter votre chance. Et depuis, ils ne tentent plus leur chance. Donc plus personne ne se noie. Oui, non, mais vous faites un bouclier, vous faites un bouclier où plus personne ne rentre, quoi. Eh bien, écoutez, dans quelques années, il y aura 4 milliards d'habitants sur le continent africain, dont une énorme partie seront extrêmement jeunes et seront en âge de migrer, et d'ailleurs le veulent, d'après les enquêtes d'opinion dans ces pays-là. Donc à un moment, c'est toujours pareil. Oui, effectivement, la misère nous touche et tout ça. On est bien d'accord, mais c'est bien... Bon, tant pis, quoi. Tant pis, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous les prenez chez vous? Non, non. C'est ça l'argument. Oui, vous les prenez chez vous. Attendez, vous venez là, on est au bas, on est du bas du bas. Enfin, là, vous venez de nous faire une demi-heure de violon. Je ne sais pas pourquoi il trouve ça bizarre et tout. Oui, c'est l'argument et tout. Mais justement, tu devrais être capable de répondre à cela. Parce qu'en soi, si tu es si concerné, normalement, déjà, dans ta vie privée, tu devrais faire certaines choses. Tu devrais mettre certaines choses en place par rapport à ces personnes, justement, qui sont si misérables à tes yeux et qui ont tant besoin d'aide. Tu devrais faire quelque chose. Non. Non, c'est pas ce que tu fais. Tu délègues. Ah, mais c'est l'État, c'est le gouvernement. En ce moment, c'est le quinquennat Macron. C'est lui qui devrait, mais il ne le fait pas. Quoi? Fais-le déjà. À ton niveau, à ton échelle. Fais-le. Et après, on en reparle. Et encore. Enfin, on continue. Non, mais non, au contraire. Vous y pensez, ça vous empêche pas de dormir. Ce soir, vous allez rentrer chez vous. Vous allez très bien dormir. On peut le faire. Puisqu'on a réussi à le faire pour les Ukrainiens. Je suis sûr que tous les soirs, il dort bien. Peinard, le mec. Sans problème, sans se poser de questions. Le mec, il va pas se retrouver devant une table à prier. Je t'en prie. C'est vrai que nous avons de quoi manger, mais pense à ces migrants. Non. Il doit manger son truc et après, dormir. Après, bon, je spécule, mais...
La manière dont il en parle, c'est agaçant. Comme si on avait... Comment dire? Comme si la France, concrètement... Après, pour beaucoup qui parlent de l'histoire à l'ancienne, oui, la France, et nanana, par rapport à tout ce qu'ils ont commis et tout... Vous savez, je ne vais pas jusque-là. Je pars du principe que l'histoire, c'est l'histoire. C'est quand même intéressant de le savoir, mais rester sur quelque chose qui s'est passé et vivre de cela, avec cette gangrène à l'intérieur, par rapport au fait que oui, ça s'est passé comme ça il y a 50 ans, 60 ans. Aujourd'hui, on est en 2024. Chacun essaye de s'en sortir à son échelle. Et après, d'amener certaines personnes de son entourage à monter. Je pars du principe que déjà, ça, c'est déjà... Cet état de fait est déjà assez préoccupant. Donc, si en plus de ça, je dois me préoccuper de mes congénères... Non, j'ai pas fini, en fait. J'ai juste pas fini. D'abord, je fais ce que je peux à mon échelle, et quand j'arrive à un certain niveau, là, je me préoccupe des autres. Mais je vais pas me préoccuper des autres alors que j'arrive même pas à m'occuper de moi. Déjà, même pour ce qui est de la France par rapport aux migrants, ça a du sens. Enfin, on continue. On peut le faire. Vous savez qu'on a ce qu'on appelle l'hébergement d'urgence. Vous devriez interroger votre conscience de manière digne des gens qui sont en détresse et qui sont dans la rue. Ça existe, on a la capacité de le faire, sauf qu'il y a un refus politique de le faire, pour les raisons que vous dites d'ailleurs, c'est-à-dire un refus politique parce que si on tient une politique trop humaine vis-à-vis des migrants, tout de suite, on va être accusé de laxisme, etc. Alors qu'en réalité, la seule solution, c'est d'avoir une politique plus humaine envers les migrants. Et j'ajoute une chose, c'est qu'au fond, dans ce que vous dites, donc vous voulez une immigration zéro, voilà, vous voulez plus d'immigration. Mais moi, si vous voulez, moi, mon père, il est né en Tunisie, il est né à Tunis. Je sais pas vous, peut-être que vous avez d'ailleurs, j'en sais rien. Mais moi, voilà, mon père est né en Tunisie, il arrive en France vers 18 ans. Voilà. Si je vous écoute, je n'aurais pas pu être français parce que mon père n'aurait pas été accueilli en France. Vous voyez ? C'est absurde, je ne considère pas, je ne crois pas être anti-français, je ne crois pas être une menace pour la France, je ne crois pas poser un quelconque problème, au contraire. Donc, vous voyez bien que les positions que vous tenez... Par vos discours. Les positions qui... Ça, c'est votre point de vue. Moi, au contraire, je pense que c'est vos discours qui sont anti-français, mais plus sérieusement, Ça, c'est un discours que beaucoup de personnes que je connais tiennent, c'est oui, mais comme tu es noir, tu devrais prendre cette position parce que tu es issu de l'esclavage. Et moi, je me dis, mais en fait, elle est là la différence, c'est que faut savoir se déconnecter de certaines choses que l'on a subies. Aujourd'hui, nos ancêtres ont vécu certaines choses, nous ont permis aujourd'hui d'être ici, de pouvoir en profiter. Et au lieu d'en profiter, vous êtes en train de penser à ce que nos ancêtres ont fait pour nous. Pourquoi faire? Vous le savez, c'est bien, mais pourquoi y penser constamment, en fait? Vivre avec cette espèce de rancœur. Eux sont morts avec, et encore. Certains ne se soucient même plus de cette époque. Pour eux, ils estiment qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'ils ont vécu auparavant, c'est largement mieux. Et ils sont satisfaits. Parce que l'évolution, on la voit, quand bien même il y a des bribes de certaines choses, du racisme, outre et tout, de l'esclavage, mais c'est largement mieux que ce qu'il y avait auparavant. Mais il y a quand même des personnes qui ressassent la boue. On a d'autres problèmes. On a clairement d'autres problèmes. Et je pense pas que ça soit le racisme le plus important. Enfin, continue. Je pense que ce que vous faites en faisant une sorte d'essentialisation géante et en décrivant un monde complètement, enfin une France totalement menacée par etc., ce qui est faux, vous êtes en train de nier à des gens la possibilité en fait de travailler en France, d'être français et de jouir de tous les droits auxquels quelqu'un en France peut avoir droit. Et c'est ça qui est grave, c'est qu'au fond, vous jetez un voile de suspicion sur tout le monde. Vos discours, c'est tous les immigrés sont potentiellement dangereux. Moi, j'ai vu après l'affaire Lola et ce crime atroce par une Algérienne qui était donc sous obligation de quitter le territoire, enfin, le QTF. J'ai vu le déferlement de haine raciste après ce crime et toute l'extrême droite dire regardez, c'est la preuve que les étrangers sont des criminels. Et ben moi, je vais vous dire, j'ai été effrayé par le climat raciste qui s'est déversé après ce crime.
Et il fonctionne à l'envers, en fait. Il fonctionne carrément à l'envers. Ok. Non, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. Admettons. On va le prendre par les sentiments, par les émotions. Ça aurait été quelqu'un de son entourage proche. Cette Algérienne aurait attaqué l'enfant de quelqu'un de son entourage proche. Comment il aurait interprété la chose? Quelle approche il aurait eu? Parce que j'ai remarqué que quand ça touche pas directement la personne, ça passe. Elle reste sur sa position, il n'y a pas de problème. Mais quand ça la touche directement, bizarrement, hein, mais la réflexion est plutôt bonne. Enfin, non, biaisée quand même par rapport le ressentiment et tout, mais en soi, ça part plus ou moins dans une bonne direction. Après, il faut essayer de contenir ses émotions pour voir les choses clairement quand même. Mais comment il l'aurait vécu? Il n'aurait pas eu ce discours. T'as été choqué par le déferlement de haine et regarde ce qui s'est passé. Bon. C'est lui qui l'a dit de base. Il l'a dit que de base, les migrants en fait, il expliquait que justement, les migrants étaient possiblement, bon, je dirais pas des criminels potentiels ou autres, mais il a dit quelque chose de similaire. Je vais pas paraphraser, un peu agacé là, j'avoue. Et en fait, moi je comprendrais si aujourd'hui on part de ce principe-là, parce que lorsque quelqu'un se retrouve chez moi et que je ne la connais pas, je me dis que cette personne est un danger potentiel. Beaucoup diraient, ouais, mais t'as un problème, tu vois le mal partout. Ah bon? D'accord. Dans ce cas-là, j'ai un problème. Mais quelqu'un que je ne connais pas, et même quelqu'un que je connais, je sais qu'elle représente un danger potentiel. Pourquoi? Que ça soit consciemment ou inconsciemment, quelque chose peut arriver et elle peut être amenée à faire quelque chose. D'où le fait qu'elle représente un danger potentiel. Pourquoi cette personne représente un danger potentiel? Parce que je n'ai pas le contrôle sur elle. Je n'ai aucun contrôle sur elle. Quand je suis tout seul chez moi, j'ai le contrôle sur tout ce qui m'entoure, quasiment. Le gaz, je l'ouvre, je le ferme. Quand je l'ai fermé, je sais qu'il a été fermé. Cette personne-là, elle peut ouvrir le gaz, elle peut l'oublier. Je sais pas à quel point, justement, elle est intolérante ou pas. Donc, ça veut dire qu'elle représente un danger potentiel dans mon appartement. Si je laisse cette personne dans mon appartement, quand je reviens, il peut y avoir un incendie. Et ça ne sera pas de la faute de la personne. Ça sera ma faute à moi. Pourquoi? Parce que j'aurais décidé de faire confiance à cette personne. À partir de ce moment-là, je prends un risque. Mais beaucoup de personnes omettent ça, oublient ça, se disent tout simplement « ouais, non ». Et après, on veut à une personne qu'elles ont laissée dans leur appartement parce qu'elles ont commis un acte répréhensible ou autre. C'est pas la faute de cette personne. C'est de la faute du locataire, voire même du propriétaire, de la personne à qui appartient cet appartement. Pourquoi? Parce que tu as décidé de faire confiance, de faire rentrer quelqu'un que tu connaissais ou que tu connaissais pas. Et c'est encore pire quand tu croyais connaître cette personne et en fin de compte, tu te rends compte qu'elle a commis quelque chose d'abominable. Et vas-y, elle a violé ta fille ou je sais pas quoi. Mais c'est lourd. C'est lourd à porter. Tu vas en vouloir au mec? Il faut t'en vouloir à toi d'abord. Parce que c'est toi qui estimais que cette personne était digne de confiance. Et le pire dans tout ça, c'est que à aucun moment, ça t'a traversé l'esprit. À aucun moment, tu l'as vu. Maintenant, si on prend le cas d'un migrant qui vient chez vous, ça se passe comment? Vous ne connaissez la personne ni d'Ève ni d'Adam, rien. Où ça va cette histoire? Elle est peut-être bien cette personne, hein, mais ça on le découvrira au fur et à mesure. Parce qu'en fin de compte, si elle ne l'est pas, on ne pourra pas faire reset, on ne pourra pas revenir en arrière. C'est fini. Donc oui, effectivement, c'est un danger potentiel. Aujourd'hui, si je rencontre quelqu'un dans la rue et que la personne m'invite à venir chez elle, je suis un danger potentiel. Parce que je peux faire n'importe quoi chez elle. C'est ça le truc. Je ne pense pas que je le ferais, mais cette personne aujourd'hui ne peut pas partir du principe qu'elle en est convaincue.
Si elle le fait, elle prend un risque. Donc, il faut qu'elle accepte, et c'est ça la réalité des choses, accepter de prendre ce risque, basé sur certaines choses que l'on a pu voir chez cette personne, qui sont dignes de confiance. Exemple, oui, je semble être quelqu'un de responsable, je semble être quelqu'un d'impliqué, je semble être quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui fait attention, voire même un peu psychorigide. Ça plaît. Parce qu'on se dit que cette personne en soi est organisée. Si elle est organisée, il y a moyen qu'elle le soit chez moi. Donc il y a moyen qu'elle fasse attention. Mais quelqu'un qui n'a pas tout ça, mais sous prétexte qu'on a été proche, il fut un temps, vous l'accueillez chez elle, ne soyez pas surpris à un moment donné si, lorsque vous rentrez du travail, vous retrouvez votre chez vous désordonné. Il y a des choses à voir, il y a des détails à prendre en compte. Et le lien émotionnel qu'on peut avoir avec la personne n'est pas censé être pris en compte. Mais bon. Certains me diront « Ah, mais ça fait de nous des êtres humains !» Mais bon, on continue. Où en gros, on a dit « Ce sont tous des criminels potentiels. Ce sont tous des gens qui sont dangereux pour les Français. Il faut les renvoyer chez eux, il faut les virer, il faut arrêter d'accueillir ces gens-là, etc. » Bon, vous imaginez un peu quand vous êtes d'origine algérienne, d'ailleurs de première, deuxième, troisième génération, hein, vous imaginez ce que vous ressentez quand vous voyez un tel discours ? Vous savez que justement, c'est effroyable. Ces populations, les individus les plus intégrés de ces populations-là sont souvent les plus radicaux sur la question. Quand je rencontre en signature pour Orange Mécanique, notamment, ce sont souvent les anciens de l'immigration maghrébine qui tiennent les propos les plus radicaux à l'encontre de ces nouveaux immigrés, en disant mais évidemment il faut les renvoyer parce que ils font peser sur nous justement la suspicion et parce qu'ils se comportent pas comme ça au bled, et ici ils se sentent autorisés parce que l'État est faible et c'est scandaleux. Ils ont bien raison. Et moi, quand je suis pas si essentialiste que vous le pensez, puisque évidemment les individus sont ce qu'ils sont, et à dose homéopathique, je pense qu'une assimilation était possible. Elle l'était quand on était raisonnable. Mais maintenant, les mouvements de population étant ce qu'ils sont, à un moment, il faut être... Enfin, vous ne voulez pas voir que, oui, la solidarité, l'humanisme, etc., mais à un moment, vous êtes obligé de poser une limite. La France, c'est pas... Il faut être ferme. C'est le mot. À un moment donné, il faut être ferme. Il faut arrêter les bêtises, il faut arrêter là, quoi, en fait. C'est pas que on est inhumain, c'est pas que on est méchant, c'est pas que... Non. Faut arrêter de mettre des... Bon, après, je dis faut arrêter. Moi-même aussi, je commence à... je commence à parler comme un mec de gauche. Bon. C'est une suggestion. On va arrêter là pour aujourd'hui, du coup. Et lâchez vos commentaires. Lâchez les j'aime pas. Comme à mon habitude, du coup. Et puis, le lien sera dans la description. Les liens. À la prochaine.